Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui sont sur la chaîne Film du Grenier, évidemment là je fais une vidéo un petit peu inhabituelle, dans le sens où en règle générale je fais des vidéos dans mon décor de cinéma, mais malheureusement, faute de temps, j'ai pas trop le temps de faire cette vidéo. Donc elle sera diffusée sur Film du Grenier et également sur la chaîne, l'autre chaîne que vous venez de voir, le logo. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais vous parler de Disney. Parce qu'il se passe quelque chose. Pour commencer, je vais faire une petite critique d'un film qui était très attendu. Vous devez bien vous douter, c'est Indiana Jones 5. Indiana Jones 5, très attendu, beaucoup de promos. On avait un peu peur parce qu'évidemment Harrison Ford n'est plus tout jeune. Je rappelle qu'il a tourné le film, il avait déjà 79 ans. Maintenant il en a 80. Et que malheureusement on se dit, alors oui, ok, mais il va falloir que le scénario soit en béton pour nous faire avaler la pilule. Et bien malheureusement, ce qu'on craignait est arrivé. C'est que le scénario n'est pas du tout à la hauteur. Alors oui, c'est un bon film d'action, c'est un bon film d'aventure, il n'y a pas de souci. Sauf que c'est un Indiana Jones. Et en tant que tel, on attendait quand même à, non seulement est-ce qu'il récupère un petit peu les facilités, on va dire, du 4, mais voilà, qu'est-ce que vous voulez? Déjà rien que le début du film, quand alors vous voyez évidemment le logo Disney, qui s'affiche bien, vous voyez, on est propriétaire d'Indiana Jones. Alors après, ils mettent quand même Paramount, parce que Paramount a encore des droits sur les films précédents. Sauf que voilà, le Paramount, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pour ceux qui n'ont jamais vu les films, en règle générale, ils s'arrangeaient toujours pour que la montagne, qui fait partie du logo de Paramount, il y ait une transition avec quelque chose à l'image, soit une montagne, etc. Sauf que là, évidemment, le Paramount, hop, on le montre par principe, mais sinon, non. Et tout d'un coup, là, on vous affiche bien Disney et Lucasfilm présente. Donc déjà, tu te dis, bon. Et puis le film en lui-même, déçu. Déçu. Pas tellement déçu sur le fait qu'ils ont essayé de faire le film un peu à la mode, un petit peu dans le style de Steven Spielberg. D'ailleurs, Mangold, qui est le réalisateur, l'a affirmé, il a quand même essayé de faire des séquences un peu comme Spielberg pour essayer de rester un petit peu dans le moule. Mais ça suffit pas, parce qu'en plus ils ont coché des cases pour essayer de mettre un petit peu des ingrédients des films précédents, alors un petit peu d'humour, de l'action, mais non, c'est... Même la séquence de début peut être bluffante avec cet Indiana Jones rajeuni, c'est-à-dire avec ce changement de visage pour le rendre un peu plus jeune. Alors il y a des plans où ça passe, il y a d'autres plans, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, quoi, c'est pas parfait. Alors au-delà du contenu même du film, dont d'ailleurs, globalement, comme je vous le dis, tout le monde s'accorde à dire que c'est pas un mauvais film, mais c'est pas du tout un film qui est à la hauteur de tout ce qu'on a vendu en ce qui concerne Indiana Jones. Et le film, sorti donc le 30 juin aux États-Unis, donc le vendredi, sorti le 28 chez vous en France, puisque en France vous sortez les films le mercredi. Le premier jour, le vendredi, le film a fait une grosse fourchette de 12 millions de dollars de recettes. Souvenez-vous, je vous ai parlé de ce film de Sound of Freedom, dont on reparlera parce que ça commence un petit peu à se préciser pour en ce qui concerne qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y a en coulisses derrière ce film. Et ce film-là est sorti le mardi 4 juillet. Encore une fois, je vous le dis, 4 juillet, mardi, c'est un peu hors norme, puisque les films sortent le vendredi aux États-Unis. Mais ce film-là, qui est pourtant un film indépendant, qui est d'une petite production indépendante, qui n'a pas énormément de couverture de masse, en dehors de ce qui a été relayé par des gens d'un certain milieu, ou même Mel Gibson, qui a fait la promo du film,
tel point qu'en France, il y en a certains qui ont commencé à dire que c'était le nouveau film de Mel Gibson, alors que pas du tout, il n'y a absolument aucune bille dedans, a fait 14 millions de dollars de recettes. C'est-à-dire que ce film, en une journée, a accumulé bien plus qu'Indiana Jones, et encore, avec certains cinémas qui ne l'ont fait diffuser, enfin qui ne l'ont diffusé qu'une séance dans la journée. Vous comprenez la claque? Alors, au moment où je vous parle, le film est rentable, le film a coûté 300 millions de dollars, je pense qu'il est, il y a 2 jours, je crois que j'avais vu qu'il était à 247 millions en recettes mondiales, mais clairement, pour un film de cette envergure, qui plus est Disney, aïe aïe aïe. Disney, je rappelle, une compagnie qui a été créée par monsieur Walt Disney, et avec son frère d'ailleurs, je crois qu'il s'appelle Robert Disney, en 1924 ou 1928, je ne sais plus exactement, mais à l'époque il produisait des petits dessins animés avec un certain nombre de personnages qui vont devenir des personnages emblématiques, dont un en particulier, qui est évidemment Mickey, la souris, Mickey Mouse, qui va devenir l'emblème de la compagnie. Et son petit bonhomme de chemin, jusque dans les années 30, où là, ils vont commencer à expérimenter un certain nombre de techniques pour finalement faire un long métrage. Ce long métrage, ça sera Blanche-Neige et les 7 nains, sorti en 37 ou 38, et qui va propulser véritablement dans l'industrie du cinéma Disney en tant que producteur de dessins animés de long métrage. La guerre, Disney va faire sa propagande évidemment pro-alliée, pro-américaine, anti-nazie. Et à partir des années 40, là, la machine va commencer à s'accélérer. C'est-à-dire que Disney ne va pas se contenter de produire des longs métrages en film d'animation, mais va aussi produire des films en live. Diversification aussi, parce que Disney commence à prendre de l'ampleur, commence à devenir quelque chose d'intrinsèque à la culture américaine. Et donc, pour permettre d'accéder à l'univers Disney, Walt Disney décide de créer un parc d'attractions. Le premier parc d'attractions sera inauguré en 1955, c'est le Disneyland, qui se trouve en Californie, et le Disney World, qui suivra en 1971. Sachant qu'aujourd'hui, en matière de taille, c'est clairement Disney World en Floride qui est le plus gros parc, puisque intègre également un certain nombre d'autres parcs, comme vous connaissez certainement, il y a eu Epcot Center, il y a eu SeaWorld, il y a eu Adventureland, etc. Dans les années 70, c'est aussi l'émergence de la vidéo. Donc Disney ne va pas rester sur le poteau, va se lancer aussi dans de la production destinée au marché de la vidéo. Et ça va fonctionner. Disney va continuer à produire 2 films d'animation par an, qui deviendra d'ailleurs même en France relativement traditionnel, puisque ça sera le Disney de fin d'année. Moi j'ai connu les dernières années où ce Disney de fin d'année était un événement sur lequel on misait énormément. Et en parallèle, pour continuer à produire des films, alors des films assez avant-gardistes, je pense à Tron par exemple, en 80 ou 82, même si le film a très mal vieilli aujourd'hui sur le plan des effets spéciaux, pourtant le fond du film reste d'actualité. Vous avez aussi Le Trou Noir, qui était un film de science-fiction qui avait été produit par Disney dans la lignée de ce que la science-fiction avait explosé au cinéma grâce à Star Wars. Et beaucoup d'autres productions plus... alors vous avez par exemple, il y a eu 20 milieux sous les mers, quel autre grand film, j'ai pas trop la mémoire des grands films live signés Disney dans les années 70 et 80. Si vous vous en souvenez, mettez-les en commentaire, n'hésitez pas. Sauf que les années 80, en fait, c'est là que ça va devenir charnière. Évidemment, Walt Disney est déjà disparu, s'est
Disney, son fils, qui va essayer de suivre un petit peu les choses, mais clairement, Roy Disney n'est pas un businessman. Et donc, il va céder la place à des gens qui vont transformer véritablement Disney, non plus en société de production de cinéma, de gestion de parcs d'attractions, mais de business. Et là, les choses vont s'accélérer. Ça va commencer avec la Jim Henson Company. Jim Henson Company, Jim Henson, c'est le père des Muppet Show, c'est celui qui a réalisé Dark Crystal, Labyrinth, avec David Bowie. Sauf que malheureusement, il nous a quittés trop tôt. Et pour essayer de faire tourner la boutique, ils ont vendu des droits, alors droits limités, mais des droits de type franchise, licence sur les Muppets à Disney. Sauf qu'à un moment donné, Disney s'est dit, pourquoi se contenter de juste la licence Muppet Show et puis d'une autre licence qu'ils avaient également achetée, quand on peut s'offrir la société. Sauf que la volonté d'acheter la Jim Henson Company, ça va durer presque 30 ans. Au bout de 30 ans, en fait, ils ne vont pas réussir à acheter la compagnie. Ce sont les ayants droit, c'est-à-dire la famille, qui va réussir à reconsolider le capital de la société pour pouvoir continuer à être indépendante. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à récupérer les licences sur les Muppets. Donc, ils sont obligés d'attendre que le contrat de licence Muppet Show détenu par Disney arrive à terme. Deuxième société que Disney a voulu acheter, alors entre autres, Disney s'est diversifié, a construit aussi des empires médiatiques, c'est acheter des chaînes de télévision, ABC par exemple, peut-être vous en avez entendu parler, c'est une chaîne Disney, va développer Disney Channel aux États-Unis sur les réseaux câblés. Sauf qu'il y a une société qui va commencer à intéresser Disney. Cette société, c'est Pixar. Pixar, créé en 1986, si ma mémoire est bonne, alors il y a plusieurs personnes qui ont créé cette société, mais dont une que vous connaissez certainement, qui est Steve Jobs, le père d'Apple. Et Pixar va commencer à développer des courts-métrages avec cette technologie que sont les effets spéciaux numériques. La véritable explosion va arriver au début des années 90 avec Toy Story. Toy Story va révéler au grand public un nouveau genre de cinéma d'animation que, évidemment, va commencer à intéresser Disney. Parce que Disney se dit, Pixar, vous êtes gentil, mais vous êtes une société de production, mais vous n'avez pas les réseaux de distribution. Nous, on vous offre un partenariat, on vous met à disposition notre infrastructure pour pouvoir distribuer vos films. Et donc, pendant plusieurs années, Pixar va continuer à produire un certain nombre de films, va améliorer ses technologies, jusqu'à un moment donné où Pixar va commencer à détrôner Disney sur le rayon des films d'animation classiques. Et ce qui va se passer, c'est que Disney va commencer à vouloir lorgner sur l'achat de Pixar. Il se trouve qu'il y a un contrat limité, donc Pixar, au bout d'un moment, dit à Disney, écoutez, vous êtes gentil, mais nous, on aimerait bien travailler avec quelqu'un d'autre. Et à l'époque, il y avait un film Pixar qui devait sortir sous distribution Disney, et Disney, pour punir Pixar, a bloqué le film pendant 1 an. Jusqu'au moment où Pixar, au bout d'1 an, s'est rendu compte que sa valeur, parce que Pixar avait pris évidemment énormément de valeur, à tel point que Pixar était même en bourse. Sauf que parmi Paramount, MGM, Sony, 20th Century Fox, Universal, personne n'avait les moyens de lâcher la somme que Pixar demandait. Et du coup, Pixar est retourné chez Disney, sauf que Disney ne s'est pas contenté de dire à Pixar, écoutez, bien, on reste sur le même contrat, mais non, Disney s'est carrément offert Pixar. Et ça continue. Marvel, dans les années 90. Marvel, depuis les années 70, essaye de développer sa production au cinéma, sauf qu'évidemment, les effets spéciaux dans les années 70, 80, ça reste quand même limité, c'est compliqué, c'est difficile, et ça coûte très cher. Il y a eu des tentatives, 4 Fantastiques, Captain America, Spider-Man,
Sauf qu'évidemment, aujourd'hui, quand on revoit ces films, on se dit, mais quand même, à l'époque, il fallait oser sortir ce genre de film. Sauf que, encore une fois de plus, les CGI, pendant les années 90, vont véritablement exploser. Et à partir du début des années 2000, tout d'un coup, apparaît Spider-Man. Spider-Man en parallèle, X-Men. Sauf que Spider-Man, c'est une licence que Marvel avait vendue à Sony. Sony ou 20th Century Fox, je crois que c'est Sony. Pareil pour les X-Men, alors que Spider-Man, réalisé par Sam Raimi, c'est le réalisateur en vogue à l'époque, Bryan Singer, qui va signer la mise en place de la franchise X-Men. Mais sous Fox. Raison pour laquelle, encore aujourd'hui, vous avez des Spider-Man et des X-Men, et même Deadpool. Deadpool n'est pas produit Disney, je crois. C'est Fox qui détient les droits. Mais que cela ne tienne, à un moment donné, Marvel a besoin de se développer, Marvel a énormément de projets, mais là encore, de par le succès mondial des Spider-Man et des X-Men, Marvel a une valeur qui fait que le seul qui peut éventuellement faire alliance ou acheter Marvel, c'est Disney. Et ainsi, en 2005, Disney s'offre Marvel. On continue. En 2012, Lucasfilm, société de production de George Lucas, le père des Star Wars. Une compagnie qu'il avait créée à l'époque des premiers Star Wars. En parallèle, il avait également dans cette compagnie des filiales. Il y avait Skywalker Ranch pour le développement des technologies du son. Vous avez ILM, l'Industrial Light and Magic, qui était la société de production d'effets spéciaux, qui d'ailleurs est devenue pendant très longtemps leader dans le domaine, avant que certaines sociétés se montent en concurrence, mais sans jamais véritablement égaler la qualité et les technologies détenues par ILM, plus évidemment LucasArts, pour ceux qui s'en souviennent, qui s'était lancé dans le développement et la production de jeux vidéo. Donc c'était quand même un gros morceau. Première trilogie Star Wars. George Lucas ne va pas gagner énormément d'argent avec cette trilogie, il va surtout gagner de l'argent parce qu'il a eu cette idée géniale de garder les droits sur les licences et franchises. À la fin des années 80, on a estimé que rien qu'avec les franchises et les licences, Lucas a engendré plus de 450 millions de dollars à l'époque. Ce qui est énorme pour l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, Lucas n'a pas gagné d'argent avec les Star Wars, il a gagné de l'argent avec tous les produits dérivés, les licences, etc., etc. Lucas va produire d'autres films. Il va produire 2 films sur les Ewoks. Le premier sortira en salle, le deuxième directement en vidéo. Va produire un film qui s'appelle Willow, qui sera peut-être le seul d'ailleurs gros succès en dehors des Star Wars pour Lucasfilm. Va produire Howard the Duck. Qui a vu Howard the Duck parmi vous? Moi je l'ai vu à l'époque, j'avais été le voir quand il est sorti en salle. On a bien vu qu'en réalité, Lucas avait racheté les droits d'adaptation, mais il en a fait un truc familial au lieu d'en faire un truc comme l'original. L'original était un peu plus, un peu plus sévère, on va dire, qu'un film familial, entre guillemets. Il y a eu aussi la production d'un film de Brian De Palma qui s'appelle Tucker. Tucker, qui est sur l'histoire de cet Américain qui a essayé de monter une société de voitures, la fameuse Tucker, et qui malheureusement a échoué face aux empirismes des grandes majors, des grandes régies d'automobiles américaines, qui s'est fait carrément bouffer. Sauf que le film n'a pas marché. Ben an, mal an, à un moment donné, les technologies aidant, Lucas a l'idée de vouloir refaire son ancienne trilogie en remodifiant, en apportant plus de coffre, plus de consistance, en apportant des effets spéciaux, etc. Ça sera l'édition spéciale à partir de 1996.
l'accueil est plutôt bon, surtout qu'avec cette ressortie, Lucas a une idée derrière la tête, c'est d'essayer de conquérir évidemment une nouvelle génération Star Wars. Et c'est ce qui va motiver de faire la fameuse préquelle. La préquelle va s'étendre de 99 à 2005. Après 2005, qu'est-ce qui va se passer ? Pas grand-chose. Et on arrive en 2010 où Lucas décide de vouloir produire un film sur les pilotes afro-américains pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'on appelle les Tunksmen, qui va s'appeler Red Tail. Le film sort en 2011, je crois, 2011 ou 2012, et le film est un échec total. Lucas se fait vieux, Lucas se sent un petit peu dépassé par les événements, surtout que dans les années 2000, c'est déjà la guerre des studios. Et au-delà de son activité qui réussit à se maintenir plus ou moins à flot par ses filiales, un jour décide de vendre Lucasfilm. Il vend Lucasfilm parce qu'en fait ses enfants ne veulent pas lui succéder à la tête de cette société. Et encore une fois, la valeur de la société, 5 milliards de dollars, fait que Lucas aurait bien voulu réussir à convaincre 20th Century Fox d'acheter Lucasfilm. Malheureusement, 20th Century Fox n'a pas les moyens d'investir 5 milliards de dollars pour racheter l'ensemble du réseau Lucasfilm. Et donc, Lucas a été obligé de se tourner vers le seul qui était capable. Et encore, ils vont négocier. Ils vont négocier à 4 milliards 3 ou 4 milliards 5 l'achat de Lucasfilm. Bon an, mal an, Lucas va rester consultant dans un poste un petit peu bâtard. Et évidemment, une fois que Disney a saisi, est devenu propriétaire de Lucasfilm, c'est Disney, hein, business, et vas-y, je lance une nouvelle trilogie, et vas-y, je lance des nouvelles franchises, des nouvelles licences. Ce qui fait que très rapidement, on va avoir inondé sur le marché des produits Star Wars, de tout et n'importe quoi. La nouvelle trilogie, si vous n'avez jamais vu un Star Wars, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Disney, déjà très dans le progressisme, va se servir de Star Wars pour vendre de la diversité, fait du féminisme en mettant en actrice principale une femme. Évidemment, on fait revenir Mark Hamill, Luke Skywalker, etc. Parce que la volonté de Disney, c'est, avec cette nouvelle trilogie, de mettre un terme à la saga Skywalker et derrière, de faire autre chose. Sauf que la trilogie ça va être mitigé. Ça va faire un gros succès, hein, ça va être très rentable, mais c'est le bordel. J.J. Abrams fait le premier film en reprenant des codes du premier film original de 1977. Donc évidemment, tous les fans disent pourquoi parce que le scénario reprend plus ou moins les mêmes lignes. Le deuxième film, confié à Ryan Reynolds, une catastrophe. Ryan Reynolds, en réalité, s'approprie le film et s'éclate à faire autre chose, s'éclate à péter les codes. Il va très vite être décrié. Et du coup, pour rattraper le coup, le troisième film va être un conglomérat indigeste, très rapide, très speed, pour essayer de rattraper le deuxième film. Enfin, bref, c'est un bordel sans nom. Le film, la nouvelle trilogie, en réalité, va être très très critiquée. Mais ce qui va se passer aussi, c'est que très rapidement, va y avoir aussi le streaming. Le streaming va forcément développer un nouveau marché. Et là, Disney ne veut pas rester la dernière roue du carrosse, va créer Disney+. Et là, dans Disney+, qu'est-ce qu'ils vont mettre ? Ils vont mettre des tas de projets qui, évidemment, ça va être pompé sur la franchise de Star Wars, donc ils vont développer des tas de séries, mais là aussi, encore une fois de plus, ils vont mettre en place une stratégie
qui, comment dire, sera pas du tout à la hauteur de ce qu'on peut attendre de spin-off ou de séries Star Wars. La plupart des séries sont infantilisées, sont basiques. Alors ça marche auprès des fans parce que, bah oui, on essaie quand même de repomper des codes pour faire fonctionner la nostalgie, etc. Alors Mandalorian, Boba Fett. Alors parmi toutes les séries, hein, il y en a une qui arrive quand même à tenir le coup, c'est Andor. Mais Boba Fett, c'est une catastrophe. Et tout le monde attendait Obi-Wan Kenobi avec en plus Ewan McGregor qui revenait dans le rôle de Obi-Wan Kenobi. Sauf que quand on voit la série, mais la série est complètement pétée, complètement éclatée. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le scénario a été écrit avec les pieds. Alors, ça a permis peut-être en effet à Disney+ d'engendrer des abonnements, mais le problème, comme je vous le dis, à partir des années 80, Disney c'est devenu une société qui fait du business. Et qui dit business dit actionnaire. Et qui dit actionnaire, bah, tous les ans, il faut présenter des plans, il faut présenter des projets, et puis il faut présenter les suivis de ces projets. Donc vous imaginez bien, et c'est pour la raison pour laquelle je vous fais cette critique d'Indiana Jones en début de vidéo, c'est que Indiana Jones va être rentable, mais n'a pas atteint les objectifs de ce pourquoi le film a été fait. Et il y a quelques semaines de cela, on a vu Disney, des actionnaires qui commencent à se dire est-ce que ça vaut le coup qu'on reste D'autant plus que vous savez que Disney ne s'est pas arrêté là et s'est offert, alors je ne sais plus pour quel montant, je ne sais plus si c'est 45 ou 50 milliards de dollars, la Fox. Enfin, ils ont acheté l'ensemble des sociétés cinématographiques Fox, 20th Century Fox, et toutes les autres sociétés, comme par exemple Searchline qui était la société de production de cinéma indépendant de Fox, puisque oui, dans les années 80, enfin surtout dans les années 70, il y a beaucoup de films indépendants qui ont commencé à grappiller les box-office, donc les grosses compagnies évidemment ont voulu aussi leur part du gâteau et ont commencé à développer des sociétés de production parallèles exclusivement réservées à la production de films indépendants. Disney, n'étant pas en reste également, et a créé Miramar. Souvenez-vous de Miramar, c'était la société de production de cinéma indépendant de Disney. Et donc, du coup, vous comprenez que pour cette société, c'est de l'argent, c'est de la dette. Donc il faut rassurer les actionnaires en disant oui, ne vous inquiétez pas, avec tout ce qu'on a aujourd'hui, toutes les licences qu'on a, dont on est propriétaire, voilà, on lance des tas de projets, on lance... Sauf que... Alors Marvel, les deux derniers Marvel en date, que sont Ant-Man et Black Panther 2, les films n'ont pas du tout atteint leurs objectifs. Alors on essaie de vendre la nouvelle session, session 4, je ne sais plus comment ils appellent ça. Mais chez Disney, par exemple, il y en a, ils n'ont toujours pas compris que peut-être, les gens commencent à se lasser des super-héros. Les gens commencent à en avoir un petit peu marre. Alors, certainement que le Deadpool 3 qui va sortir cette année va sans doute peut-être marcher. Parce que Deadpool, c'est un peu plus dévergondé. Là, on n'est plus chez Disney. Mais force est de constater que la série She-Hulk s'est ratamée. La série de Winter Soldier et le personnage qui est de Hawk, mais qui va devenir le nouveau Captain America, n'a pas marché. Et là, ils ont sorti une série avec Nick Fury. Pareil, ça marche pas.
C'est-à-dire que les critiques sont très mitigées et ça ne fait pas augmenter les abonnements de Disney+. Donc on peut dire que là, Disney est dans une impasse. Ils espéraient que Indiana Jones allait leur donner un coup de boost pour conserver la confiance des actionnaires, sauf que malheureusement, c'est pas arrivé. Et donc du coup, Disney aujourd'hui, dans son empirisme, peut-être est en train d'essayer de comprendre, je dis bien essayer, qu'à force d'avoir été trop gargantuesque et d'avoir été trop confiant à réussir à vendre ses produits en se disant de toute façon il y aura toujours des gens pour venir voir nos films, il y aura des gens pour s'abonner à Disney+, parce qu'on fait des exclusivités. Dois-je vous rappeler que aussi les fameuses versions live, on a eu le droit à La Belle et la Bête, on a eu le droit à Pinocchio, et là on a eu le droit aussi à La Petite Sirène. Petite Sirène, d'ailleurs, encore une fois de plus, on a fait de la diversité en mettant Ariel sous les traits d'une actrice afro-américaine. Ça n'a pas marché. Ça a marchouillé, si vous voulez, mais pas comme ils espéraient pour obtenir des résultats présentés au conseil d'administration et le conseil d'administration pour ensuite les présenter aux actionnaires. Alors heureusement pour eux, les parcs fonctionnent. Que ce soit Disney World, Disneyland en Californie, que ce soit le parc Disney en France, à Marne-la-Vallée, que ce soit celui de Tokyo, que ce soit celui de Shanghai. Mais ça vacillait au niveau des comptes. Ça a tellement vacillé que on s'est dit, le président directeur général, on va peut-être le virer et on va rappeler celui qu'on estime être compétent et qui a déjà été PDG de Disney, c'est Bob Iger. Robert Iger, si vous préférez. Et Robert Iger, depuis qu'il est au pouvoir à Disney, il est en train de serrer la ceinture. Alors, serrer la ceinture, c'est pour rassurer les actionnaires. Aux États-Unis, je crois, 17 000 emplois qui doivent être supprimés d'ici l'année prochaine. Les politiques commerciales qui ont changé aux États-Unis l'année dernière et qui ont très mal été digérées par les grands fans de Disney parce que les offres d'abonnement, etc. sont devenues beaucoup plus chères. Ils ont essayé de rameuter avec l'ouverture du parc Star Wars, enfin de la section Star Wars, sauf que beaucoup de critiques sur le fait qu'en réalité ils ont fait un parc Star Wars uniquement sur les Star Wars Disney. C'est-à-dire que si vous espérez voir des trucs Dark Vador, Empereur, etc., ou de la trilogie classique ou de la prélogie, il n'y a absolument rien. Le parc a été essentiellement construit autour de la trilogie Disney. La configuration du Faucon Millenium dans le parc Disney est une configuration du premier film Disney. Et là, en France, mauvaise surprise, pareil, la politique commerciale du parc Disney de Marne-la-Vallée a changé. Les passes à l'origine, qui étaient des passes, par exemple les passes premium, qui étaient des passes qui vous permettaient d'aller autant de fois que vous vouliez dans le parc avec un certain nombre d'avantages et un certain nombre d'accès privilégiés à des événementiels. Ça a commencé déjà l'année dernière, où ils ont commencé à supprimer ou à modifier les contrats d'abonnement en stipulant qu'un certain nombre d'événementiels ne seraient pas inclus dans les abonnements et que là, dans ce cas-là, les gens seraient obligés de payer. Et là, la douche froide vient de tomber, les abonnements sont changés, mais aussi les prix. C'est-à-dire que là, on est sur du 20, 30 à 50% plus cher que les prix, que les anciens prix. Alors je crois le Pass Gold qui permettait d'avoir vraiment l'accès et d'avoir le maximum d'offres, qui était à 450 ou 460, 490 euros, passe à plus de 600 euros. Et le pire, c'est que même avec ce Pass Gold, certains avantages que les gens avaient avant ne les ont plus. À titre d'exemple, les gens qui avaient le pass Premium
avait des gratuités sur certains services, comme par exemple gratuité sur l'accès VIP, on va dire, aux attractions, gratuité sur du matériel, gratuité sur les poussettes par exemple. Et bien tout ça c'est terminé. C'est-à-dire qu'en fait, le Pass Gold, vous payez 650 € à l'année juste pour avoir le plaisir de pouvoir rentrer sans payer de ticket. Tout le reste, vous devez payer comme tout le monde. Et en plus, les événementiels comme par exemple Noël, Halloween, qui est certainement un des événementiels qui attire le plus de gens à Disney Marne-la-Vallée, et bien même ces événementiels-là ne seront pas inclus dans le pass. C'est-à-dire que les gens qui, s'ils veulent assister aux événementiels d'Halloween ou de Noël chez Disney, eh bien ils vont devoir payer leur ticket d'entrée comme tout le monde. Donc vous comprenez que là, très clairement, oui, Disney essaie d'assainir les comptes pour préserver la confiance des actionnaires. Sauf que si les prochains projets Disney, long métrage sortis en salle ou même Disney+, n'atteignent pas ou ne font pas les résultats ou les objectifs escomptés, je rappelle que récemment, il y a eu une grève chez Disney Marne-la-Vallée parce que les employés demandaient des augmentations de salaire. Donc, si vous voulez, sur le plan social, même aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont perdu énormément d'employés parce que ils n'ont pas fait d'efforts. Ils ont même demandé beaucoup plus d'efforts des salariés suite pour s'adapter aux conditions et aux restrictions Covid. C'est bien que la qualité, elle s'en ressent. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur l'état des lieux Disney. Pour en rajouter, Pixar a sorti son dernier film, Elements. Là encore, le film n'a pas atteint les objectifs escomptés. Le film a marché, il a bien marché, mais n'a pas été le gros succès. Comme ce que certains films estampillés Disney, que ce soit Marvel, que ce soit Pixar, que ce soit Lucasfilm, fassent beaucoup d'entrées et fassent rentrer beaucoup de recettes à l'échelle internationale. Alors, certains films feront rentrer de l'argent, mais sur le temps, sur la durée. Surtout qu'en plus, l'une des grandes ambitions de Disney aujourd'hui, c'est de conquérir le marché chinois. Sauf que le marché chinois, non, en fait. Ils n'ont pas récolté ce qu'ils voulaient récolter avec les plus d'1 milliard d'habitants. Pourtant, ils ont essayé, ils ont fait une version live de Mulan, ils ont fait un Marvel sur un des personnages, un super-héros chinois, je crois. Mais non, ça marche pas. Ça marche, mais pas comme ils le voudraient, comme ils le veulent, pour satisfaire les dividendes des actionnaires. Donc aujourd'hui, les gens qui ont des actions Disney, si j'arrive à trouver l'évolution sur le marché, je vous le mettrai ici, force est de constater qu'en matière d'évolution, de part de marché, c'est pas ça. On est loin du compte. Donc du coup, évidemment, ce qui joue en faveur de Disney, c'est que la concurrence, elle aussi, elle est dans le trou. Warner, avec ses DC Comics, Snyder était un grand projet. Malheureusement, il y a eu des amis-croches et un problème personnel qui ont fait que le Wonder Woman, le premier, a très bien marché, le Aquaman... moyen, le Justice League, la première version, ça a été une catastrophe. Et là, le Flash, qui est sorti très récemment, là encore, plouf, succès, mais on est très loin de résultats
surtout pour des films de super-héros. Donc c'est bien la preuve que si DC Comics, même si les films sont pas bons, et Marvel de Disney, on continue à sortir des films de super-héros, mais qui continuent à faire des résultats assez médiocres. Et j'ai envie de dire, attendez les gars, il va falloir peut-être à un moment donné réfléchir et se dire que peut-être, qu'aujourd'hui le spectateur cinématographique, il a envie de voir autre chose. Qu'il commence à saturer. Qu'on lui refile du Spider-Man 2 fois par décennie. Même si Warner, le dernier Batman par exemple, finalement le dernier Batman était vraiment très bien. Et d'ailleurs, même la critique a été étonnamment surprise de la qualité du film, parce qu'elle s'attendait, disons, encore un Batman, etc. Le Joker qui était un gros succès, mais parce que Warner a accepté de prendre un risque sur des franchises DC Comics, de faire une offre de diversité de genre. C'est évident que quand vous regardez Joker, on est très loin d'un film tel que Aquaman, par exemple. Mais le problème, c'est que ces films-là coûtent très cher, et que jusqu'à preuve du contraire, vu que la franchise du Bestiaire extraordinaire, je crois, Bestiaire fantastique, la trilogie inspirée, spin-off de Harry Potter, le dernier film, pareil, là ils se sont dit, ok, là on a peut-être usé jusqu'à la corde et peut-être que là on n'arrive pas à conquérir une nouvelle génération. Alors ils ont lancé un projet que peut-être ils réussiraient à faire un film live du spectacle, de la comédie musicale qui a été présenté à Londres, qui est sorti aussi, je crois, à New York. Maintenant, reste à convaincre les acteurs de revenir dans leur rôle. Même si The Cursed parle plus du fils, je crois, de Harry Potter. Enfin bon, bref. Et pareil, Universal, etc., tous les autres continuent à faire des suites, des reboots, des machins, des remakes. Mais bon, il y a un moment donné où il va falloir faire une offre un peu plus... pour changer un petit peu ce qu'on offre justement aux spectateurs. Et Disney, en tant que gros machin, je pense qu'à mon avis, personnellement, je pense qu'ils vont continuer à perdre beaucoup d'argent encore jusqu'en 2024. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur Disney pour que vous compreniez bien ce qui risque d'arriver dans 2024-2025 concernant Disney et concernant le cinéma d'une manière générale. Si vous êtes sur la chaîne Film du Grenier, n'hésitez pas, abonnez-vous, posez des questions, faites agiter les petits algorithmes, parce que c'est une chaîne qui survit, qui a très peu d'abonnés et qui malheureusement, beaucoup de vidéos n'ont très peu de vues. Et pour ceux qui sont sur l'autre chaîne, dont vous savez que je ne donne jamais le nom, nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.